Du maître pommier au DE tennis, 400 ans d'évolution, au gré des mutations sociales. Cette étude est issue de deux colloques, celui d'Angers et celui de Toulouse, organisé par l'Université de Toulouse à l'hôtel d'Acésa. L'hôtel d'Acésa, lieu touristique de Toulouse. Donc, on le voit ici. Dans cette vidéo, je vais présenter trois éléments. Le colloque, évidemment, qui représente la plus grande partie de cette vidéo, plus ma visite au musée de l'Air de Toulouse, notamment voir le Concorde, la 380. Également, un petit reportage sur le train de nuit couché de première classe, car je n'avais rien trouvé à ce sujet avant de prendre ce train. Pour réaliser le PowerPoint du colloque, je fais un gros travail sur l'image en prenant notamment des photos ou des dessins en noir et blanc qui vont être colorisés, mais également détourés et également affinés en termes de points. Bonjour, je suis Pierre Albaran. À partir de je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler un peu de moi. La personne comme ici, je reste principalement connu pour avoir obtenu une médaille de bronze en double lors des Jeux Olympiques d'Anvers en 1920 avec Max de Cugis. Sur MyHeritage. Un autre exemple avec la fabrication des raquettes chez Williams. Lançons-nous maintenant sur le thème principal du colloque. Donc le tennis est depuis les années 1970 un sport de masse. Alors qu'au début il était réservé à une élite, la paume, l'un de ses ancêtres, a connu un cheminement inverse. Elle fut réellement, dans sa forme primitive, le premier sport de masse, donc au sens moderne du terme. La profession de maître pommier, enseignant, fabricant l'étoffe, fabricant de gants en cuir pour protéger la main, puis de raquettes, devient l'une des plus florissantes dans toute la France. Le maître pommier est un artisan. Il va fabriquer les balles. Les balles sont constituées d'une bonne bourre à l'intérieur même. Aujourd'hui, c'est du liège. Dans le temps, c'était plutôt des poils ou même quelquefois du sable. Cette balle ensuite donc est constituée de fils entremêlés et encore recroisés et recroisés. Ensuite, un autre fil noir beaucoup plus résistant vient entourer le tout pour donner une forme bien arrondie à la balle. Des petites bandelettes blanches sont enroulées autour de cela. Bien serrées également. Ensuite, il va coudre une première peau blanche. Et aujourd'hui, même si le blanc est toujours utilisé, il peut coudre également une deuxième peau, une enveloppe jaune. Le maître pommier fabriquait donc les raquettes. Cette raquette est la même qu'il y a 400 ans, fabriquée en bois asymétrique. Aujourd'hui, le maître pommier ne fabrique plus de raquettes, mais il va faire le cordage par contre. Donc pareil, cordage très résistant, également des cordes ici, là, pour renforcer le bois. C'est une raquette relativement lourde, avec un centre. Au XVIe et XVIIe siècle, dans tous les pays occidentaux, le jeu est à la mode. Je devrais dire ces formes de jeu, car si au début tous les joueurs utilisent leurs mains ou une batte, les plus fortunés vont utiliser une raquette et s'enfermer progressivement dans les sables. Les paysans utiliseront seulement leurs mains, d'où l'expression « jeu de main, jeu de vilain ». Établir un arbre généalogique, c'est aussi admettre que l'on peut fixer la date de naissance officielle d'une pratique par la date de création de sa fédération. Et ce n'est pourtant pas le cas. Si l'on prend par exemple le cas des jeux non institutionnels, qui évoluent par la simple transmission de règles qui varient avec le temps et le lieu. L'exemple de jeu de paume est révélateur. Plusieurs formes de jeux de paume ont cohabité. Il est évident que la première forme de pratique se fit d'abord à main nue et évolua vers la raquette avec des balles de diverses manufactures. Les lieux d'évolution sont également variés.
pour ensuite arriver à une certaine homogénéité. Les différentes pratiques du jeu sont conjointes et parfois combinées pour donner naissance à de nouvelles formes de jeu. À ce sujet, dans son ouvrage « Les jeux au royaume de France », au XIIIe et XIVe et XVIe siècle, Jean-Michel Mail donne un avis sur cette quête des origines. Les jeux ne naissent pas d'un jour, ils s'intègrent peu ou prou dans la continuité, se changeant ou se déchargeant d'éléments nés de circonstances particulières sans que jamais l'opération soit complète, dans un sens ou un autre, en raison de ce que Lévi-Strauss nomme la viscosité historique. Inversement, il serait fallacieux de croire à un jeu éternel, sorte de divertissement d'Adam et d'Ève, n'offrant point de prise à l'histoire. Ainsi, ces jeux se déclinent en plusieurs formes, en plusieurs modalités. Les jeux d'intérieur et ceux sur des terrains extérieurs improvisés au déquet. Également ceux dont on utilise un engin propulseur pour frapper la balle, et ceux qui se jouent à main nue. Les jeux de balle Picard ou du Pays Basque sont des survivants de ces jeux. Tous ces jeux nécessitent une technique et donc un apprentissage. Nous allons particulièrement nous intéresser à l'histoire des enseignants de la courte paume et du tennis. Depuis les débuts du tennis, que l'on peut fixer à 1874, la pratique est enseignée par des experts du jeu. Alors nous retenons 1874 puisque c'est à cette date que le Major Wingfield commercialise et diffuse le tennis et qu'au même moment, le Dr Frederick Harry Haynes, cofondateur du premier club de tennis, au Leamington Lawn Tennis and Squash Club, publie un petit livret de 14 pages sur les règles du jeu. Mais bien avant, pour la courte paume ou le jeu de raquettes, des enseignants dispensaient aussi des cours. Le glorieux métier de maître paumier est aujourd'hui oublié de la population. L'environnement du tennis et sa pratique ont bien changé depuis le XIXe siècle. La nature du bénévolat a évolué. Le nombre de clubs et de licenciés ont explosé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, plusieurs questions apparaissent. Quel fut le métier de maître paumier? Comment le métier d'enseignant de tennis est né et évolué? A-t-il suivi la massification et la démocratisation du tennis? Si l'on considère comme les jeux traditionnels les débuts de la paume et ses pratiques protiformes, y a-t-il une continuité ou une rupture dans la prise en compte de l'enseignement? De même, y a-t-il une continuité, une rupture entre le métier de maître paumier et celui de maître professeur de tennis dans la première moitié du XXe siècle? Peut-on appliquer une logique d'évolution du métier d'enseignant lorsque des sports frères apparaissent comme le beach tennis et le paddle? Le métier de maître paumier est-il un modèle de compétence pour l'enseignant de tennis face aux besoins des clubs? Pour répondre à ces questions, différentes sources sont présentées en biographie. Nous complétons nos données par des entretiens. 2 entretiens sur la courte paume avec Léa van der Zwalmen, qui est présidente du jeu de paume de Bordeaux et qui évolue parmi les meilleures joueuses, puis Thierry Bernard Tambour, président du jeu de Fontainebleau, historien reconnu dans le domaine. Également des entretiens avec d'anciens enseignants de tennis parisiens et de province, et un livre très intéressant sorti en avril 2023 de Nicolas Stanagic. Nous parlons d'abord donc du métier de maître paumier, ou paumier, pour faire plus court évidemment. Puis des débuts du tennis et de ses premiers enseignants jusqu'à 1963. Rapidement, nous parlons du métier d'enseignant aujourd'hui et surtout ce qu'il pourrait être demain. Pour terminer, nous modélisons une logique des mutations du métier d'enseignant en sport de raquette. Aujourd'hui encore, les professionnels vivent de leur pratique et de la fabrication des balles, de la tenue des jeux et également des tournois qu'ils remportent. Il y a environ 10 000 joueurs dans le monde, dont une cinquantaine de professionnels. En France, nous avons 4 clubs à Bordeaux, Paris, Fontainebleau et Pau. 300 joueurs français, environ, évidemment. Un comité français de courte paume est créé en 1924 pour but de promouvoir le jeu de paume. Il est affilié depuis sa création à la Fédération française de tennis. L'édition des règles est officialisée en 1928. D'où vient finalement le jeu de paume? Là, on voit ici le jeu de bricole.
Mais il y a plusieurs hypothèses. Le jeu se joue d'abord en plein air. Et au XVIe siècle, peu à peu, partout en France, le champ de jeu est circonscrit par des panneaux, comme le fut celui des tournois de joutes par des listes continues. Ces entourages ont pour conséquence d'augmenter l'intérêt tactique des parties. Des ricochets sur les panneaux sont effectivement possibles. Les panneaux deviennent murs et protègent l'aristocratie des regards extérieurs. L'espace de jeu est encadré de murs, de galeries pour les spectateurs et d'un toit pour protéger les joueurs. Il y a également l'hypothèse de la courte paume imaginée au sein des monastères. Effectivement, des documents ecclésiastiques du XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle font souvent référence à des prêtres, des moines, des curés, des abbés et même des évêques qui jouent à des jeux ressemblant à la courte paume ou à la longue paume. Ils se sont mis à jouer dans leur cour entourés de murs et pourvus donc de plusieurs auvents. Vers 1600, sous le règne d'Henri IV, le jeu de paume est tellement à la mode que la ville de Paris compte 250 salles et pas moins de 1000 terrains en plein air. 7000 personnes sur 300 000 en vivent, gardiens, maîtres paumiers, laquais ou marqueurs, frotteurs, raquetiers, ceux qui s'occupaient du linge et de la restauration. Il ne faut pas oublier non plus les maçons qui construisaient les jeux. La famille Riquet à Paris s'était d'ailleurs spécialisée dans le domaine sur des générations. Si l'on compare la population de l'époque à aujourd'hui, donc 2 192 000 habitants, nous pouvons nous faire une idée de l'importance de l'effectif des structures. Aujourd'hui, l'on dénombre à Paris 250 cours, 230 cours de tennis abrités et 579 terrains extérieurs. Avec une simple règle de 3, si à Paris aujourd'hui il y avait 300 000 habitants, proportionnellement, il y aurait 31 cours couverts et 79 extérieurs, contre 250 et 1000 en 1600. Le jeu est alors tellement en vogue que nos voisins anglais nous reprochent de trop le cultiver. Sir Robert Dallington, maître d'école, dans The View of France enrichi, écrit en 1604 « Le pays est semé de cours de tennis, ils sont plus nombreux que les églises, les Français naissent avec une raquette à la main. Il y a plus de joueurs de tennis en France que de buveurs de bière en Angleterre. Il me semble que le Français est très immodéré dans ses exercices. » La profession de maître paumier, donc fabricant de raquettes enseignant, devient l'une des plus florissantes dans toute la France. Il ne s'agit pas d'une simple transmission de techniques et tactiques de jeu, mais bien d'un métier à part entière, pour un jeu très répandu. En 1467, Louis XI leur donne les statuts et leur reconnaît alors leur spécificité de fabricants de paumes. Les paumiers, sous forme de corporations et de confréries, avaient le monopole et la tenue des jeux. Ils possèdent leurs armoiries, et Sainte-Barbe est leur patronne, décrite dans l'armoirial d'ailleurs d'Hozier. Les maîtres paumiers raquetiers se structurent en confréries. La fouille sur le jeu de paume du roi Louis XIII à Versailles et de la maison du maître paumier nous livre des informations sur la qualité de vie de cet artisan. Sur ce site, les équipes de l'INRAP fouillent également la maison du paumier, l'artisan qui entretient, gère et anime le jeu de paume. Ils espèrent y trouver des latrines dans lesquelles pourraient se trouver des accessoires ou des balles. Le statut social des paumiers dépendait donc du fait d'avoir un commerce florissant ou non, mais également du statut social des joueurs. Thomas Bernard Tambour nous précise que le statut social des pratiquants au XVe et XVIe siècle est de tout niveau. Il n'y a certes pas de mendiants, mais ceux qui possèdent assez pour louer le matériel peuvent jouer. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le statut social des pratiquants évolue vers le haut. Les paumiers habitent souvent sur place. Le paumier pouvait être propriétaire des murs, mais souvent, comme le confirme Thierry Bernard Tambour, il obtenait plutôt un bail. Il pouvait également sous-louer l'établissement à un autre paumier. Il pouvait posséder plusieurs jeux de paume dont il partageait la gérance avec d'autres paumiers. Les paumiers expliquent aussi les rudiments et la finesse du jeu. Ils écrivent des livres à ce sujet et les vendent dans le tripot. Le paumier a beaucoup de fonctions et doit veiller à la bonne marche de son établissement. La restauration de la clientèle, la chambre, le frottage et le bain peuvent être trouvés dans certains jeux de paume où jouxte une maison dédiée. Ainsi, par exemple, à Bordeaux, il existait une corporation de maîtres paumiers. Le maître paumier fournit les rafraîchissements que les joueurs demandent, comme le vin, la bière. Le jeu fini, on monte dans la chambre où l'on pouvait trouver bon feu
devant lequel on se frottait à nu et essuyait. Les joueurs qui viennent avec réservation peuvent demander de jouer avec le premier maître pommier ou le deuxième, le troisième en titre. Le premier pommier se faisant mieux rémunéré. Les joueurs paient également les marqueurs. Si les pommiers sont professionnels, il n'en est rien des joueurs. C'est François Ier en 1727 qui officialise la pratique professionnelle. Tout ce qui se jouera au jeu de paume sera payé à celui qui gagnera comme une dette raisonnable et acquise par son travail. La fonction est réglementée par François Ier le 1er janvier 1537, qui la protège par des privilèges corporatifs et la qualifie de noblard. En 1594, l'exclusivité des ventes de balles de raquettes leur est donnée. Une autre ordonnance, tout aussi royale, est prononcée en 1629. Furetière, dans son dictionnaire, en 1690, parle bien d'un droit. Il dit également qu'il fabrique des raquettes. Cela peut-être à relativiser, car la fabrique des raquettes est longue et fastidieuse. Il existait des fabricants de raquettes appelés raquettiers. Ceux-ci pouvaient également tenir le tripot, mais pouvaient-ils remplir toutes les tâches incombant au métier? Nous ne pensons pas qu'ils le puissent. Le métier de raquettier a dû se spécialiser. Aujourd'hui, les maîtres pommiers ne fabriquent plus de raquettes, mais ils les cordent. Les artisans pommiers furent érigés en corps de jurande en 1610, un corps de métier constitué par le serment mutuel avec les membres, quelque part. C'est les membres qui se prêtent un serment mutuel. Sous le titre de communauté de maîtres pommiers raquettiers, faiseurs d'éstoffes, de pelotes et de balles. C'est en 1508 que les premières recommandations sur la qualité des balles est donc faite. L'apprentissage dure 5 ans. 3 ans d'apprentissage chez un maître pommier, compagnonnage, et 3 ans de compagnonnage en plus. 4 jurés veillent donc au privilège de la communauté. Dans 500 ans de tennis, les Ricci expliquent que l'apprenti pommier devait passer un examen où il devait prouver non seulement sa maîtrise du jeu en battant un maître pommier, mais également qu'il savait fabriquer balles et raquettes. La tripartition est la suivante: maître, compagnon, apprenti. Les aspirants à la maîtrise réalisent un chef-d'œuvre. Les enfants de maître étaient dispensés de chef-d'œuvre. Ainsi, Antoine-Henri Masson put accéder à la qualité de maître pommier à l'âge de 9 ans. Les maîtres versent des redevances au roi. Ils sont ainsi insérés aux milices bourgeoises des villes et ils ont des postes officiels de jurés, syndics qui amènent les maîtres élus à ces postes à défendre les intérêts de leur communauté en justice et à gérer également les fêtes religieuses de la confrérie. Les communautés de métiers, donc corporation étant, c'est un terme qui date de l'abolition en 1791, évidemment, sont supprimées par Turgot en 1776. Le fiasco immédiat de cette réforme amène leur rétablissement la même année, en appliquant cependant un certain nombre de modifications qui, pour certaines, n'auront pas le temps de s'appliquer avant 1791. Néanmoins, la profession de pommier s'ouvre plus largement compte tenu du succès des maisons de jeu légales dans la société pré-révolutionnaire et dont les pommiers ont le monopole. On voit alors jusqu'à 21 nouveaux maîtres en 1777 par exemple. Une autre corporation a le droit de fabriquer balles, raquettes et volants en dehors des salles de paume, celle des brostiers-verchettiers, qui vendent raquettes et plumeaux pour battre les tissus et les tapis. Corporation qui prend aussi le nom de vergetiers, raquettiers, brossiers. Les maîtres pommiers étaient aussi proches des corporations des maîtres couturiers utiles pour la fabrication des balles, aussi de celles des bouchers qui fournissaient aux maîtres pommiers le sang pour peindre de rouge le carreau et de noir les murs avec le sang mélangé et du charbon. Il y a également la confrérie des boyautiers, dédiée à Sainte-Barbe. La profession était moins avantageuse financièrement. À Paris, la corde de boyau était fabriquée en dessous des buttes Chaumont. Les statuts de la corporation des vergetiers, raquettiers, brossiers furent renouvelés par Charles VIII en 1585, confirmés par Louis XIV en 1650. Il nommait 12 jurés visiteurs. L'apprentissage était également de 5 ans.
Nous savons que les règles du jeu sont très complexes, et c'est au pommier de les expliquer, c'est un expert du jeu. Les premières règles apparaissent en 1555 avec l'italien Scheino, en 1592 avec le français Forbet. Ces règles donnent le fondement des règlements sportifs et du savoir-vivre dans le déroulement des parties. Petit à petit, le jeu s'est emmuré, et le peuple ne voit donc pas les sommes considérables qui sont pariées par l'aristocratie. Le jeu de paume est un élément de la sociabilité aristocratique à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, puisqu'il offre des moments de rencontre amicale. Souvent, les joueurs, à la fin des rencontres, se retrouvent autour d'un banquet. Le terrain de jeu est aussi différent suivant la classe sociale du joueur. Il n'est pas rare au XVe siècle que le terrain d'évolution pour les gens du peuple soit une taverne, une place ou une rue, alors que la noblesse et l'aristocratie pratiquent dans des salles conçues pour le jeu. Sur le plan architectural, au XVe siècle, l'aménagement d'un jeu de paume est prévu dans les demeures princières de l'aristocratie, puis de la noblesse, pour marquer ainsi un standing lors de réceptions où la pratique du jeu de paume est de convenance. Les catégories sociales montantes désirent s'accaparer ce jeu pour s'identifier à un niveau social supérieur et participer à un jeu symbolisant à plein titre la noblesse. Le duc Charles d'Orléans, battu à Azincourt en 1415, meuble ses 20 ans d'emprisonnement en Angleterre au château de Wingfield dans le Norfolk, en jouant à la paume avec un autre seigneur français, prisonnier lui aussi. François Ier joue au volant et à la courte paume. Au Louvre, il a fait construire 2 jeux à 2 dents et à Fontainebleau un jeu carré de plein air. Et même sur un bateau, il joue. Bonjour, je suis François Ier. Sur mon bateau La Grande Françoise, un 4 mâts de 2000 tonneaux, j'ai fait construire un jeu de paume. Malheureusement je n'ai pu y jouer. Mon navire était tellement gros, qu'il s'est échoué lors de sa mise à l'eau. Henri VIII a aussi un terrain de jeu sur son vaisseau royal, le Great Harry. En 1523, il participe au premier défi international de haut niveau, aux côtés de Charles Quint, en double contre le prince d'Orange et le marquis de Brandebourg dans le palais de Whitehall Hall, à Londres, qui comporte 4 terrains de paume. Comme le signale Jusserand, Louis XIV avait un pommier raquetier en titre et les princes un maître de paume qui leur donnait des leçons. Le roi s'attachait 8 pommiers. Les aristocrates avaient un maître pommier attribué. Celui-ci pouvait exercer pour d'autres joueurs, comme actuellement les enseignants de tennis d'ailleurs. La pratique commençait jeune. Elle faisait partie de l'éducation des enfants. Louis XIII commença l'apprentissage de la paume à 5 ans et pratiquait quotidiennement à l'adolescence. Le meilleur d'entre tous les pommiers fut peut-être Antoine-Henri Masson, capable de véritables exploits contre d'autres pommiers. Il se donnait en spectacle lors de parties de démonstration. Ce dernier innovait dans des méthodes d'entraînement encore utilisées de nos jours. Par exemple, lorsqu'il donnait des leçons, le joueur chaussait des souliers dont la semelle était de plomb, afin de se trouver plus léger quand il s'exerçait avec une chaussure ordinaire. Dans cette corporation, la tradition d'exercer le métier de père en fils et de se marier entre gens de l'Estoff était vivace. Les maîtres pommiers sont jaloux de leurs coups, qu'ils ne dévoilent qu'à leurs enfants. Souvent nés et élevés dans les jeux, on les appelait les enfants de la balle, locution reprise ensuite pour les enfants des comédiens qui investirent les jeux. Les enfants pouvaient également se marier avec d'autres personnes de corporations connexes, comme les couturiers ou les bouchers. Ainsi, les familles Grossaume, Lataille, Berthaud et Charrier vivent du jeu sur des générations. L'exemple des Barcelons sur Montpellier est bien décrit par des historiennes locales qui nous proposent en détail l'étude de tous les jeux de paume du secteur. Dans la famille Quillard, famille de pommiers privilégiés qui habitait à Versailles, Edmond Quillard devient pommier du roi en 1722, puis en 1735, il prend sa retraite en laissant la place à son fils Étienne Edmond, né en 1914. Le duc de Luynes, témoin du règne de Louis XV, nous parle en 1737 de Perdrix, de la Caille et des frères Brunel. Louis XV avait des pommiers royaux. Ces derniers sont alors Lataille et Lataille le Jeune, Bunel, Clerget, Farollet, Masson, Charrier et Barcelon.
La célébrité des pommiers français passait les frontières depuis le XVe siècle, et certaines familles célèbres fournissaient toutes les capitales en pommiers. Les maîtres pommiers voyageaient ou s'établissaient dans des villes. Sous Louis XIV, la paume est mal vue par l'Église et se voit un temps interdit, sauf pour la noblesse. Un article défend aux pommiers de recevoir dans leur jeu les écoliers pendant les heures de classe et de prendre en paiement les livres ou autres objets de travail. Au XVIIIe siècle, le jeu de courte paume perd de son intérêt. Déjà en 1676, les jeux peuvent accueillir les billards ou les tric-trac pour obtenir plus de ressources. Le jeu de courte paume perdant son intérêt, donc, pour obtenir plus de ressources, les maîtres pommiers pouvaient organiser des jeux publics dans les terrains dédiés. Mais les jeux de hasard étaient prohibés. Jeux de cartes, jeux de dés étaient interdits. En 1676, ils peuvent accueillir les billards ou le tric-trac. En 1696, les pommiers raquetiers deviennent officiellement les directeurs des maisons de jeux. Il ne restait plus en 1657 que 114 jeux de paume dans Paris. En 1745, la profession n'est plus aussi glorieuse. Les jurés sont moins nombreux pour les examens. Donc il y a de moins en moins de tripots dans toute la France. Quelques-uns subsistent sous forme de cercles ou de sociétés privées. Ils sont en quelque sorte les ancêtres de nos associations. Le métier change donc de destination. Mannevieux explique « Des passions d'un autre genre et sûrement plus ruineuses ont remplacé le goût des jeux d'exercice. » Je montre ici sur la carte la présence dans le temps du métier de pommier. Et voilà, on voit avec les traces violettes que petit à petit, le métier diminue. Aujourd'hui, seuls 3 à 5 maîtres pommiers subsistent. 3 exercent à plein temps. Il n'y a plus à proprement dit d'examen. Léa van der Zwolmen, présidente du jeu de Bordeaux, m'indique que le jeune maître pommier en place a pu, grâce à la Ligue de tennis d'Aquitaine, passer un CQP pour que l'enseignant ait légalement la possibilité d'exercer et d'être rémunéré. Par la suite, il fera un stage en Angleterre dans une des 26 salles existantes. L'idéal est d'avoir entre 2 et 3 maîtres pommiers pour un seul club. Elle m'explique que la personne doit animer, gérer, administrer, donner des cours, arbitrer, juge-arbitrer, fabriquer les balles et corder les raquettes à la main. C'est un homme à tout faire. Le mieux, et c'était le cas autrefois comme c'est encore le cas en Angleterre, il doit être indépendant, c'est-à-dire exercer en libéral. Il peut augmenter ses revenus en attirant plus de joueurs au club. Lorsqu'un joueur souhaite pratiquer, c'est aussi à l'enseignant de lui indiquer des joueurs avec qui il peut jouer et de les mettre en relation. Aujourd'hui, le métier est similaire à celui d'autrefois. Intéressable sur le sujet, Thierry Bernard Tambour me dit qu'il ne connaît pas un métier avec un tel panel d'activités. Je vous invite à aller découvrir rue Lauriston à Paris ou à Fontainebleau ces 2 cours avec leur maître pommier avec qui vous pouvez discuter, demander de nombreux renseignements, voire même peut-être jouer, faire un essai en tout cas, et regarder les joueurs notamment lors de tournois. Passons maintenant au tennis. Le tennis arrive dans les années 1880 en France, comme nous pouvons le voir ici sur la carte, d'abord sur les côtes, Paris et des grandes villes, notamment comme Lyon. Les joueurs anglais vont être les premiers à enseigner en France, lorsque le tennis est introduit donc sur les côtes françaises. Tous les hôtels ou villas construits à cette époque comportent des cours de tennis. Il n'est pas aisé de déterminer de manière certaine l'apparition du premier cours en France. Mais il est peut-être à Cannes quand le promoteur immobilier Sir Thomas Robinson Winfield installe, dès la fin des années 1870, un cours de tennis à la Villa Victoria dans le parc qui donne jusqu'à la mer. Il attire ainsi une clientèle fortunée à qui il vend des biens immobiliers.
Au XIXe siècle, les premiers enseignants de tennis n'ont pas de statut particulier. Ce sont de bons tennisman qui offrent leurs services moyennant rétribution. Leur position sociale est proche de celle à qui ils enseignent. Ainsi, fin du XIXe, à l'exemple de l'hôtel Beausite à Cannes, les célèbres frères Rancho, vainqueurs de Wimbledon, dispensent des cours aux Anglais venus en villégiature et jouent en compétition pendant la saison hivernale. C'est ici, en 1881, que les 2 premiers cours de la Riviera furent construits. Il y en a jusqu'à 7 sur le site. Les frères Rancho à Cannes inventent la terre battue pour mieux voir les lignes sur le gazon jauni par la chaleur du sud de la France. Au début du XXe siècle, il y aura à Cannes plus d'une centaine de terrains en terre battue. Nous trouvons également Thomas Burke, entraîneur à Dublin de Joshua Pym, vainqueur de Wimbledon. Il va aller enseigner sur la Côte d'Azur à un certain Victor Vos. Il va devenir son coach personnel. Il va ensuite aller au Carlton de Cannes, à Nice, au Tennis Club de Paris et terminera sa carrière sur l'île de Puteaux. Ses 3 fils, Edmund, Tommy, Albert, reprennent le flambeau, des enfants de la balle. Tout comme Émile Broquedis, maître pommier, qui aura une descendance, Eugène, Louis et Marguerite, qui seront de grands joueurs enseignants de tennis. Marguerite fut d'ailleurs la première française championne olympique en 1912 à Stockholm, seule femme de la délégation olympique française. Les cours couverts à cette époque sont rares. Des professeurs sont alors exclusivement attachés à l'établissement. Le nombre de clubs n'est pas non plus important. En 1900, il y a 19 clubs de recensés dans des sociétés civiles sportives, alors qu'en 1912, 133 seront recensés. Patrick Clastre montre d'ailleurs que la plupart des clubs avant la Deuxième Guerre mondiale sont des sociétés commerciales et non purement des associations loi 1901. Rapidement, les magasins de vente d'articles de sport fleurissent, comme Williams et compagnie, fabricant 3 rue Caumartin à Paris. Elle vend notamment du matériel pour l'installation de tennis, l'habillement, les balles et les raquettes. Les raquettes sont fabriquées et améliorées d'après les retours des meilleurs joueurs de tennis. Les raquettes et articles sont fabriqués sur place, dans l'usine de Levallois-Perret. Ici, donc, j'ai retrouvé des photos de cette fabrique de raquettes. Vous voyez que des centaines de cadres en bois commencent donc à être fabriqués. Il y a parmi ces raquettes Williams la fameuse Driva. Là ici, dans différents catalogues, donc catalogues qui étaient distribués. Il y a également le magasin Turner Brothers Manager à Paris qui vend des fournitures pour sport et jeux athlétiques. Leurs vêtements pour le sport peuvent être aux couleurs des clubs de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique. Cette USFSA a plusieurs commissions suivant les disciplines. Et on retrouve la commission tennis, qui est sous la coupe de cette Union des sociétés françaises de sport athlétique. Les enseignants avaient le statut de professionnel et ne pouvaient pas participer au tournoi du Grand Chelem. Lorsqu'un joueur professionnel de second rang ne dispute pas de tournoi, il est souvent directeur, gérant ou professeur de club pour gagner sa vie. Il donne des leçons individuelles. Il se défie également entre eux pour se mettre en valeur devant le public. Il distille des coups précis, fluides et techniques. Puis en 1912 apparaît une dimension tactique et stratégique. Les grands champions écrivent alors leurs conseils, par exemple le livre de Décugis. La revue Tennis en 1910 sera fondée par 2 joueurs et enseignants français, Étienne Micard et Max Décugis. Les meilleurs professeurs vont porter le titre de maître professeur. Celui-ci est la plus haute reconnaissance. Elle est similaire à celle des maîtres artisans et compagnons du devoir ou à celle des maîtres d'armes. Ce titre est d'abord délivré par la commission de Louvre Tennis Club, incluse depuis 1888 dans l'USFSA. Puis en 1920, un diplôme est délivré conjointement par la Fédération française de Louvre Tennis, donc formée en 1920, et le département ministériel des sports en 1929. L'AFPPT s'y adjoindra. L'AFPPT, justement, cette association française des professeurs et professionnels de tennis, créée le 16 décembre 1929 à l'initiative du champion du monde Martin Plat.
L'association défend les intérêts des professeurs. Elle délivre des licences de professeurs. Elle assure les bonnes relations avec les clubs de tennis. Elle contribue à l'organisation de tournois pour faire connaître au public la valeur du jeu des professionnels. Un fonds de prévoyance est également constitué pour les enseignants qui ne peuvent plus pratiquer. L'association joue d'ailleurs le rôle de groupe de pression auprès de la fédération de tennis, puisqu'elle négocie chaque année les tarifs des enseignants ainsi que les conditions d'exercice. Donc ici, la liste en 1934 de ces professeurs justement de tennis. Je donne un exemple de tarif d'un club parisien, le Tennis de Monceau, dans les années 1930, grâce à une fiche indiquant les tarifs de location de cours, du prix de l'éclairage et de l'heure de cours délivrée par un enseignant. Il n'y a pas d'adhésion, mais un prix de location d'un cours pour une personne désirant oser d'un cours. Son ou ses partenaires paient la même somme. Cela peut se faire sur 2 périodes, l'hiver, sur cours couvert, de septembre au 1er mai, et l'été du 1er mai jusqu'au 15 août. Le club ferme 15 jours pour refaire les terres battues. En hiver, pour 2h30 le dimanche entre 9h et 11h30, la somme en francs constants ramenée en euros est 2530 €. En été, la somme pour n'importe quel jour entre 9h et 11h30 est 630 €. Le soir en semaine, entre 21h et minuit, le tarif est de 2214 € et l'été 632 €. À cela, nous pouvons rajouter l'éclairage à 12 € de l'heure. Si l'on admet que la personne joue 2 heures le soir et qu'elle partage le prix de la lumière avec son partenaire, elle paiera 540 € en plus si elle joue 45 semaines. Les honoraires des enseignants de tennis sont relativement faibles. À Monceau, le joueur paie 32 € à l'heure. Il prend un cours par semaine. Sur 30 semaines, s'il fait ça, le tarif est de 960 €. L'enseignant, dans certains cas, reverse une partie de ce montant au club. Si l'on compare aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes tarifs. Mais il faut savoir, en comparaison, qu'un tube de balle coûtait 42 € et qu'aujourd'hui, on le paie 4 fois moins. Donc l'enseignant n'était vraiment pas beaucoup payé. Moins qu'un tube de balle, quelque part. Si l'on additionne la somme totale qu'un joueur pouvait débourser, nous atteignons facilement 4660 € à l'année, sans l'équipement. Le salaire moyen d'un ouvrier était à l'époque de 300 € mensuel. Dans ce même club, aujourd'hui, pour 2 heures de cours par an, probablement sur 25 ou 30 séances, le tarif est de 720 €. Le matériel était également onéreux. Comme nous le montrons, les tarifs du catalogue Williams de 1927, la raquette Riviera, par exemple, était vendue 136 €. En 1932, la Forward Driver, 352 €. La Suzanne Lenglen, 334 €. La fonction se professionnalise officiellement. Comme le souligne Chevalier, dans les années 1930, de nombreux professeurs, qui sont aussi des champions, disputent des tournois professionnels. Il y a encore peu d'enseignants. En 1936, le bulletin de la fédération en dénombre 79, dont 23 étrangers. En 1947, seulement 98. 33 moniteurs, 47 professeurs et 18 maîtres professeurs. À propos du nombre d'enseignants, ce tableau est intéressant. Je montre ici le rapport entre le nombre d'enseignants et le nombre de licenciés. Ainsi, pour 1936, nous avions 79 enseignants pour 19 000 licenciés, ce qui fait un rapport de 1 enseignant pour 240 licenciés. En 1947, nous avions 98 enseignants pour 53 400 licenciés, ce qui fait un rapport de 1 enseignant pour 544 licenciés. Le point le plus haut
sera en 2012 avec un enseignant pour 620 licenciés. C'est-à-dire là, il y a un manque flagrant d'enseignants à cette période-là, comme d'ailleurs en 1947. Aujourd'hui, nous sommes environ, et ce depuis une dizaine d'années, à un enseignant pour 150, 160 licenciés. C'est-à-dire, c'est le niveau le plus bas dans ce rapport qu'il y a pu y avoir depuis le début. Cela montre également que le système de formation fédérale des enseignants professionnels fonctionne très bien et répond aux besoins des clubs. Le 23 janvier 1930, l'Association française des professionnels de tennis précise qu'il a été discuté d'établir deux types de catégories de professeurs. Les professeurs entraîneurs, qui une fois désignés par l'association pourront jouer en exhibition comme faire valoir du haut niveau des enseignants. Et l'autre catégorie est celle des professeurs enseignants qui, pour l'instant, faute de pouvoir s'entraîner et par manque de moyens financiers, ne peuvent prétendre au titre de professeur-entraîneur. Un professeur ne peut pas être dépossédé de son titre, même si celui-ci n'a plus le niveau de jeu sur le terrain. Il existe aussi le titre de suppléant pour ceux qui désirent devenir enseignants. Les maîtres professeurs étaient capables de battre les meilleurs joueurs amateurs de l'époque. Ainsi, Martin Plat battait dans la même journée Borotra, Lacoste et Cochet. Un peu avant, Henri d'Arsonval avait entraîné les plus grands, comme Henri Cochet, René Lacoste, André Gobert, Max Descugiste, pourtant plus âgés que lui, Hélène Wills, Suzanne Langlaine, Pénélope Julie Viasto, dit Didi. D'Arsonval aura sa propre raquette, la fameuse d'Arsonval. Des matchs exhibition ont lieu entre ces grands champions, comme ainsi Henri Cochet et Martin Plat. Également au Sporting Club de Paris, avec Descugis, Gobert et ce fameux d'Arsonval. Des grands champions comme Henri Cochet ou Suzanne Langlaine rédigent des ouvrages pédagogiques et diffusent leur propre pédagogie dans les clubs. Ils ont réfléchi sur les méthodes pouvant initier le plus grand nombre de personnes à la fois. Donc je présente ici différents grands joueurs qui ont écrit des ouvrages. Ici, René Lacoste avec son célèbre lance-balles qu'il vient d'inventer. Langlaine donc profite de son aura. Elle est la grande star du sport français féminin. Des livres aujourd'hui sont écrits sur elle. Et également, elle va écrire elle-même des méthodes de tennis. Et la fameuse méthode, la méthode Suzanne Langlaine. Entraîné par son père, c'est le premier papa coach. Son père dirige d'ailleurs le club de Nice et est en opposition avec la fédération. C'est la première joueuse et joueur confondu à être passée pro en 26. À cause de cela, elle est bannie de la fédération de 1926 à 1928. En 1936, elle ouvre une école de tennis reconnue comme centre de formation fédérale et prend le nom d'École française du tennis. Alors qu'elle était une des gloires du sport français,
Suzanne Langlaine consentit à abandonner les avantages et les succès de sa carrière de professionnelle pour fonder une école de tennis. Et c'est à son exquise amabilité que Pâté Journal doit la démonstration qui va suivre. En 1936, le centre accueille 3 sessions par an, de 30 participants. Il y a un examen devant 2 membres de la fédération amateur et 2 enseignants professionnels. Sont délivrés des titres de moniteur 3e série, des professeurs tête de 2e série et les entraîneurs pour les premières séries. Puis les élèves de Suzanne Langlaine vont perpétuer son école en fondant en 1942 la méthode Suzanne Langlaine. Donc Suzanne, comme on peut le voir, participe énormément au développement de son école de tennis. À partir de 1946, la fédération est confrontée à un problème. Elle manque de professeurs pour développer le tennis auprès des plus jeunes. Mais les intérêts entre les enseignants et la fédération divergent. Les enseignants professionnels ne s'intéressent qu'aux leçons individuelles et ont peu d'intérêt pour les jeunes, qui ne sont en général pas ceux qui leur font gagner de l'argent. À l'époque, la volonté de développer la pratique se confronte également au manque de terrain disponible. 3900 cours en France en 1966 par rapport à 46 000 en Australie en 1962. D'un point de vue logistique, la leçon collective est alors indispensable auprès des jeunes, à cause de ce manque de terrain. En 1947, la Fédération et l'Association française des professeurs de tennis veulent créer avec le ministère des Sports un diplôme d'État face au manque d'enseignants. Les professeurs déjà en place et ceux en formation pourraient bénéficier du diplôme, mais le ministère y est réticent. En parallèle des diplômes fédéraux, il y avait des labels qui échappaient à la fédération, comme les diplômes Suzanne Langlaine ou Henri Cochet, acquis lors de stages dans ces structures et qui permettaient d'enseigner, mais sans accord de la fédération. C'est pour cela que la fédération met en place, en 1953, avec l'Association française des professeurs de tennis, des jurys d'examen pour le passage des diplômes de moniteurs, professeurs et maîtres professeurs, délivrés sous contrôle du département ministériel chargé des sports. Les écoles de tennis se développent et la Fédération française décide d'amplifier son contrôle sur la formation des enseignants. Jacques Feuillet, maître professeur, sera l'un des premiers responsables de la formation à la Fédération française de tennis en 1952. Le cœur de métier reste l'enseignement. Or, petit à petit, les compétences vont s'étendre. Les cours vont être dispensés à un public de plus en plus jeune. Ils vont organiser des stages, des tournois et quelquefois s'occuper du club en lieu et place du gardien. Leur position sociale va être moindre que celle des licenciés. La fédération va donc créer le statut d'éducateur scolaire. Le terme scolaire, pour direction des jeunes, n'a rien à voir avec l'école. Afin que les meilleurs joueurs des clubs puissent former les jeunes. Ces éducateurs ne peuvent pas être rémunérés. Ce statut sera officialisé plus de 20 ans plus tard, à la fin de l'année 67, premier et deuxième degré d'initiation collective, en direction des jeunes de 12 ans et plus et des étudiants. À partir de 1975, l'éducateur scolaire devient éducateur fédéral, avec les 2 degrés. Dans les années 1960, comme dans les country clubs anglais, beaucoup de clubs sont encore des structures privées. La fédération peine à diffuser ces messages. En parallèle des diplômes professionnels, la fédération crée en 1958 un diplôme d'éducateur fédéral. Ce dernier sera officialisé en 1975. Le flou entre l'activité professionnelle enseignante sera encore malheureusement accentué. Des tensions vont naître, car les éducateurs donnent les cours en étant rémunérés. Les 2 syndicats d'enseignants vont jouer un rôle pour diminuer les régularités. Mais cet état de fait sera encore bien présent. En 1963, la fédération installe le premier directeur technique national en la personne de Gilles de Kermadec. Gilles impose à l'ensemble des enseignants la méthode française. Il uniformise l'enseignement et donc les enseignants aussi. Beaucoup sont réticents.
Henri Cochet avait déjà eu un poste similaire, mais moins officialisé. En 1976, Jean-Paul Lotte remplace Gilles de Kermadec, qui jusqu'à la fin de sa vie continuera à arpenter les cours caméra en main. J'ai eu l'occasion de rencontrer Gilles de Kermadec avec Jean-Christophe Pifot, et il nous a présenté ces fameux technicoramas, notamment. La loi du 6 août 1963 précise l'obligation d'un diplôme d'État. L'État réglemente donc la profession d'éducateur sportif. En 1965, c'est la création, enfin, du premier diplôme d'État de professeur de tennis. Une commission d'équivalence est créée au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour reconnaître les brevets fédéraux exerçant avant le 6 août 1963. Le problème, c'est que la confusion se fait encore avec les éducateurs fédéraux non professionnels. C'est pour cela qu'au nom de ce diplôme d'État, la fédération et le ministère auraient dû rajouter professionnel. La loi de janvier 1968 abroge celle de 1965 et crée le brevet d'État de moniteur et professeur de tennis. En 1972, une nouvelle loi abroge celle de 1968 pour uniformiser toutes les disciplines sportives. C'est la naissance du brevet d'État d'éducateur sportif à 3 degrés. Premier degré seront appelés les moniteurs. Deuxième degré, donc c'est les professeurs et anciens maîtres professeurs. Et troisième degré, c'est professeurs-entraîneurs. Les Troyens Patrick Ambolet et Alain Salnikov, ainsi que les Parisiens Marie Sautreau et Alain Cronenberger, appartiennent tous aux premières cohortes de ces brevets d'État. Ils nous disent la même chose. Le niveau d'exigence sur la qualité de jeu était très important. Nos formateurs avaient une maîtrise et une connaissance incroyable du tennis et de ses rouages. Nous étions surtout formés pour du cours individuel et le geste. Les écoles de tennis, c'est venu après. Au début, notre clientèle était de la classe supérieure. Au début donc des années 1980, des cohortes entières de BE vont enseigner aux milliers de nouveaux licenciés. En 1970, nous sommes à 167 110 licenciés. En 1982, explosion totale, plus d'1 million de licenciés. Comme me le signalait Alain Hardy, un ancien professeur du Racing, nous donnions comme avant des cours individuels. Mais les cours collectifs explosèrent, jusqu'à 30 par terrain. Des terrains sont construits dans toutes les communes, mais il n'y a pas assez de cours. D'ailleurs, des personnes, des fois, font la queue pour réserver des terrains et pour pouvoir jouer. Comme ici, par exemple, sur la ville de Troyes, en 1979, les gens qui attendent, il y a même dans des communes, les cours sont réservés qu'aux personnes de la commune. Et s'il y a suffisamment de place, il y a d'autres personnes qui pourront venir jouer de l'extérieur. En 2007, le BE est remplacé petit à petit par le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. En raccourci, le DE. Le métier d'enseignant de tennis a bien évolué. De l'excellent joueur, tout de blanc vêtu, qui dispensait ses cours particuliers dans les résidences ou les hôtels entre deux tournois, au jeune enseignant, avec face à lui sa dizaine d'enfants à l'école de tennis du village, la distance est grande. Cette distance se mesure en termes chronologiques, mais aussi sociales et sur le cœur de métier. L'enseignant d'aujourd'hui est issu de n'importe quel milieu social, et il sera dans les années qui viennent obligé d'être de plus en plus polyvalent pour répondre aux besoins de la vie associative du club. Le métier de maître pommier n'a pas énormément évolué depuis 800 ans. Je dirais même qu'il est complètement d'actualité dans les multiples fonctions que le pommier doit remplir dans son club, tout comme doit le faire l'enseignant de tennis. En 2009, pour cadrer encore mieux ceux qui exercent irrégulièrement sous rémunération, est créé le CQP, Certificat de qualification professionnelle. La qualification assistant moniteur de tennis existe depuis le 27 février 2009 et permet d'initier sous forme collective à des jeunes âgés de 18 ans
maximum. La distinction est donc bien faite aujourd'hui entre le professionnel qui peut exercer sous rémunération et le non-professionnel qui va donner des cours bénévolement. Maintenant, je fais un focus sur l'activité enseignant aujourd'hui. Il y a 6860 personnes environ qui enseignent. La moyenne d'âge est de 42 ans. Nous allons voir maintenant son activité. Son activité est principalement sur le terrain, avec 27 heures de cours en moyenne et 8 heures et demie en dehors du terrain pour de l'administratif, ce qui représente annuellement 37 semaines d'activité et environ plus de 1000 heures annuelles. Maintenant, comment est cette répartition du travail? Dans 52%, ils travaillent plus de 35 heures. Dans plus d'un quart, entre 25 et 34 heures. C'est-à-dire c'est une activité à temps plein. L'activité sur du plein temps se stabilise. Et on a beaucoup moins d'enseignants qui enseignent sur un nombre d'heures réduit. C'est surtout de l'enseignement tout public sur des jeunes. Pareil, cela se stabilise sur la durée. Son travail, son statut est plutôt salarié. Et il y en a un quart qui sont salariés et indépendants. Le statut salarié tend à progresser. Le statut indépendant progresse également. C'est plutôt le double statut qui tend à se réduire. En termes d'activité sur les structures, c'est principalement sur une structure, voire dans un quart des cas sur 2 structures. L'activité sur une structure tend à augmenter. Or, ce qui paraît normal parce que l'enseignant va également être un animateur. Les femmes sont de moins en moins présentes, tant au niveau licencié qu'au niveau enseignement. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire une prospective sur le métier. Donc l'enseignant travaillera principalement dans un seul club. Comme on le voit, c'est actuellement pour environ 70% des cas. Il y a quand même des enseignants qui recherchent un complément d'heures. 22% de ces enseignants sont inscrits à Pôle emploi. Et il y en a 19% qui exercent un autre métier. Évidemment, tout cela dépend des régions. Il y a des régions où il y a un manque d'enseignants professionnels et d'autres où c'est le contraire. C'est aussi pour ça qu'il y en a qui recherchent un complément de salaire. Ce qui compte, c'est de voir la tendance générale. Même dans les petits clubs, il y aura de toute façon un enseignant professionnel car il y a de moins en moins de bénévolat. L'activité pédagogique ne sera pas comme il y a 50 ans sur de l'entraînement ou sur du cours individuel, mais sur de l'activité collective et avec une approche très polyvalente, c'est-à-dire avec de la découverte, de l'initiation. Maintenant, l'entraînement prend une place croissante, évidemment, quand la taille du club augmente. Parce qu'il y a à donner des cours individuels ou collectifs à des joueurs beaucoup plus forts qui sont bien entendu en masse dans ces gros clubs. L'enseignant participe également de plus en plus à la vie du club en tant qu'animateur. Et ça, c'est une tendance lourde, toujours à cause du manque de bénévoles dans les clubs. Les DE vont se spécialiser aussi. Se spécialiser notamment pour certains, et dans les gros clubs, sur par exemple la préparation physique, ou bien sur l'entraînement des très jeunes qui sont très forts. Voilà, donc ça sera des tendances comme ça, et on verra, plus la taille du club augmente, plus ça va justement se spécialiser. Voici les besoins des clubs par taille de club, entre 50 et 199 licenciés, entre 200 et 500 licenciés et au-dessus de 500 licenciés. C'est issu d'une enquête réalisée
à la Fédération française de tennis en 2005 par le service éducation et formation de la LTN auquel j'appartenais. Donc c'était pour rénover l'architecture des diplômes. Et donc on voit bien ces besoins qui évoluent avec notamment beaucoup de communication, d'accueil, de développement quelque part du club au-delà de 500 licenciés. Terminons cette présentation par une théorie que je propose. Je pense qu'il y a une logique de mutation du métier d'enseignant lorsque des sports connexes apparaissent. Il n'y a pas de rupture à proprement dit entre le passage du métier de maître pommier et celui d'enseignant de tennis. Les uns succédèrent aux autres naturellement, les choses en se faisant petit à petit sans grand bouleversement. Même la fin de l'Ancien Régime, avec l'abolition des privilèges, ne changea pas le métier de maître pommier. Alors, les premiers enseignants de paume furent les bons joueurs. Ils s'organisèrent en corporation pour réglementer le métier et pérenniser le métier pour leurs enfants. Par la suite, les joueurs de paume, de raquettes et pelotes basques commencèrent à jouer au nouveau jeu à la mode, le tennis. La technique de jeu étant proche, ils ont pu devenir de bons joueurs de tennis et donc donner des cours. La paume étant en désuétude, il est aussi préférable de s'orienter vers l'enseignement du tennis. Par la suite, l'accès au métier d'enseignant fut réglementé donc par l'obtention de diplômes. Il a existé donc alors un transfert d'apprentissage entre les pratiques, de même qu'aujourd'hui les enseignants de beach volley ou de paddle sont issus du tennis. Et seuls les DE et DES tennis peuvent enseigner et encadrer le beach tennis contre rémunération. Pour le paddle, ce fut la même chose. Les bons joueurs issus du tennis ont d'abord donné des cours. Puis maintenant, il y a une formation DE pour enseigner le paddle, ou bien une formation de 40 heures qui délivre un brevet fédéral pour les enseignants professionnels du tennis. Si dans l'avenir, en France, les licenciés de paddle dépassent ceux du tennis, et qu'il y ait de moins en moins de joueurs de tennis, une mutation, une translation d'un sport à un autre se fera petit à petit chez les enseignants de tennis. C'est-à-dire les enseignants de tennis deviendront des enseignants de paddle. C'est déjà le cas dans des pays européens. En 2020, par exemple, le paddle est leader en Espagne. En Espagne, on a 3 500 000 joueurs de paddle contre 3 millions de joueurs de tennis. En Suède, 540 000 joueurs de paddle contre 400 000 joueurs de tennis. Au Portugal, 200 000 joueurs de paddle contre 175 000 joueurs de tennis. Pour l'instant, en France, la comptabilité est difficile à faire, puisque les joueurs ont la même licence au paddle qu'au tennis. C'est une volonté de la fédération, peut-être pour brouiller les cartes. En août 2023, l'estimation du nombre de pratiquants au paddle est de 400 000 en France, alors qu'il était seulement de 80 000 en 2018. La progression est donc très importante. Le nombre d'enseignants va aussi augmenter, comme il a augmenté pour le tennis dans les années 80, dans sa période de massification et de démocratisation. C'est la FFT avec le ministère des Sports qui va gérer le potentiel de personnes à former au paddle. Et contrairement à la courte paume, le paddle constitue une manne financière très importante. Pour Léa van der Zwalmen, donc présidente du jeu de courte paume à Bordeaux, je cite: « La courte paume n'est qu'un grain de sable dans le système fédéral du tennis. » C'est ce qu'elle m'a dit. La fédération, donc, doit encore faire davantage le lien entre les deux sports. Par exemple, les enseignants professionnels de tennis devraient, par l'intermédiaire de la formation continue, passer des examens qui leur permettent d'enseigner aussi les bases de la courte paume. C'est ce que Léa pense, justement. Cela serait, finalement, un retour amusant, parce que n'oublions pas qu'en 1875, le pommier est venu donner des cours de tennis. Maintenant, c'est au tour du prof de tennis de venir dans la salle de courte paume. Alors, est-ce l'intérêt, finalement, de la Fédération française de tennis? Oui, pour la courte paume.
Oui, également pour le paddle. On voit bien que la Fédé essaye d'élargir son champ d'activité parce que le nombre de cours de tennis, de toute façon, de terrains de tennis, est en baisse dans énormément de communes. On passe dans des villages, on a des terrains qui sont détériorés, qui sont à l'abandon. Il n'y a plus de joueurs. C'est plus les années 80 où vous aviez des cours qui étaient créés dans tous les campings, dans tous les hôtels, dans toutes les bases de loisirs, dans les clubs de vacances. Vous avez des cours qui fleurissaient comme ça. Maintenant, vous en trouvez quasiment plus. Dans les petites communes, c'est pareil. Alors évidemment, le tennis continue à vivre dans des grosses structures, dans des grosses villes, ou bien dans des villages où il y a effectivement des bénévoles qui se donnent énormément. Mais là, qu'est-ce qu'on voit se développer aussi bien en structure privée, surtout en structure privée d'ailleurs, et un peu dans les clubs, c'est les pistes de paddle. Et la fédération aura de toute façon intérêt à continuer à être dans cette voie-là. Peut-être que dans 200 ans, ça sera peut-être plus fédération de tennis, mais fédération de paddle, de tennis et de courte paume, par exemple. Voilà. Alors évidemment, l'avenir nous le dira, c'est non seulement une volonté politique, mais ça appartient surtout aux joueurs. C'est-à-dire, c'est les joueurs, quelque part, qui font l'avenir du sport. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, je vais faire une petite présentation de ma visite au musée de l'Air à Toulouse, formidable notamment avec le Concorde et la 380, mais également une présentation du train de nuit qui nous emmène de Paris à Toulouse, car je n'avais absolument rien trouvé sur Internet à ce sujet, qui nous parlait des trains en première classe, des trains de nuit en première classe. Donc pour commencer, voici l'Aéroscopia, le musée de l'Air à Toulouse. Donc musée relativement moderne avec un grand hall d'exposition où l'on trouve des avions, des maquettes, des explications. Également une partie extérieure où vous avez des avions. Donc il y a le Concorde d'essai donc d'Henri Turcat qui a servi pour les premiers vols. À l'intérieur, avec la cabine première classe et la table présidentielle en acajou. Donc l'A380, ici, le plus gros avion de ligne du monde. Cet avion a servi pour les essais en vol, on peut le visiter. Vous avez notamment le poste de pilotage avec les couchettes pour le personnel navigant. Ici, les salons donc de l'appareil. Alors il n'y avait pas proprement dit de siège passager, parce que c'était l'avion d'essai et l'avion d'exposition. Je présente maintenant ce fameux train de nuit que l'on prend à la gare d'Austerlitz. Donc couchette en première classe, 4 personnes par cabine, il y a quand même évidemment de la promiscuité, les draps sont fournis, l'oreiller est fourni, ainsi que des boules caisses, une bouteille d'eau, un cache pour les yeux, une petite savonnette. Alors évidemment, il faut quand même prévoir, à mon avis, un autre oreiller gonflable. Le train est relativement confortable. Il y a du bruit. À la fin donc, du trajet, vous pouvez prendre une douche. Donc là, à la gare de Toulouse. Alors accueil très sympathique avec le café. Alors c'est uniquement réservé à la première classe sur présentation évidemment du billet.
Si vous avez des questions sur tous les sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas à en poser. À bientôt et merci de votre écoute.